Bonjour et bienvenue dans les commentaires audio de la saison 1 de Julie. Je suis Camille Chastrus, le créateur de la série, et c'est moi à l'écran. Bonjour, je suis Marion Plantier et je suis l'actrice qui interprète Julie. Entre autres choses, parce que au final, ta participation au projet ne se limite pas seulement à avoir été l'actrice principale. Hein. Tu as participé au rayonnement de la série, à cette campagne formidable qu'on a menée. Cette campagne de crowdfunding totalement incroyable, Incroyable, rondement menée. peuplée de gifs et de chatons. Mhm. Et puis aussi à la post-production, du coup, on a fini hier en fait. On a fini hier, exactement. On est le 7 décembre, 8 décembre. Le 8 décembre, je crois. Tout à fait. Et donc, puis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi en amont du personnage, parce que c'est un projet qui remonte à il y a 3 ans maintenant. Ouais, c'est il y a 3 ans qu'on en parlait vraiment, qu'on discutait de comment on allait tourner un peu tout ça en termes d'écriture, en termes d'arche, qu'est-ce qu'on voulait raconter. À l'origine, en fait, le projet, c'était en réponse à un appel d'offres qu'avait lancé Studio 4 en juin 2014. Ouais. Et comme la deadline était de simplement un mois, moi, j'avais pas envoyé de projet, j'avais pas vraiment réagi parce que je me sentais pas encore prêt. Mais c'est de là qu'est née l'idée de Voilà. Julie, qui s'appelait Smartphone d'ailleurs. Oui, au début ça s'appelait Smartphone. Et en fait, l'appel à projet demandait une fiction sur les objets connectés, à quel point ils commencent de plus en plus à nous remplacer, et même est-ce qu'ils seraient capables de prendre notre place au travail. Et du coup, c'est des éléments qu'on retrouve dans ce pilote qui après disparaissent parce que l'histoire se lance dans sa propre trajectoire. Mais ouais, c'est quelque chose qui est un peu qui était la base un peu de cette histoire-là. Et du coup, ces scènes qu'on vient de voir ont été tournées en juin 2015. La scène dans le bureau, tu veux dire? La scène dans le bureau et la scène à la Défense. La scène à la Défense est la toute première scène qu'on a tournée, où je me suis d'ailleurs blessé parce que j'ai couru pendant 2 heures en sprint toutes les 3 minutes, donc j'ai fini par me faire mal et me faire une espèce de claquage ou je sais pas quoi. Enfin, en vrai, j'avais un bleu sur la cuisse alors que j'étais pas tombé. Mais un truc immense, de la taille de ma main. C'était hyper flippant et je marchais super mal. Et en plus de ça, le résultat est quand même pas dingo, enfin je cours quand même comme une merde. Oui, mais le plan est très beau, ce panneau sur les tours de la Défense, je l'ai toujours trouvé très 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 joli. Pourvu que personne ne vienne nous emmerder en termes de droits et compagnie. Ça, exactement. Faut espérer. Et du coup, donc là, 85% du pilote date de 2015, mais il y a 2 scènes avec Chantal Barouin. Qu'on vient de voir à l'écran, qui joue ma mère, donc. Ouais, qui ont été retournées plus tard, après la campagne de crowdfunding en juillet 2016. 2016 du coup, ouais. Donc là... Donc, ce qui explique les raccords de cheveux un peu approximatifs. Les raccords de cheveux, de toute façon, dans Julie... oui, les cheveux, les barbes, tout ça. On a... les vestes en cuir. Les vestes en cuir aussi. Parce que ça, c'est une veste qui m'avait été prêtée par une amie à l'époque. Et entre-temps, cette amie en a eu besoin, l'a récupérée. Et elle n'était plus disponible. Elle a déménagé, c'est ça? Elle a aussi déménagé, c'est vrai. Donc l'accès à la veste était un peu plus limité. Donc entre cette veste qu'on voit heureusement quasiment que de nuit et celle qui apparaîtra dans le reste de la série, ça a été... à moitié un cadeau, à moitié un investissement de la production de Julie. C'est ça, moite-moite. Moite-moite. On a fait moite-moite. Ce joli carton d'introduction a été fait par Pierre-Louis Cazé, qui est un ancien collègue de Kappa, la boîte où je travaille, qui nous a beaucoup aidé. Kappa étant l'endroit où se trouvent où on a tourné pour les locaux de Multitrad, donc la boîte où travaillent Julie et Amanda. On va spoiler, ce commentaire est fait pour les gens qui ont vu la série. Voilà, de toute façon... Hors de question de regarder d'abord le truc avec les commentaires, sachez-le. Ça va être insupportable donc si vous faites voilà, ça. Donc Julie est un robot, ça c'est un robot, on est d'accord. Hein. On est tous sur la même longueur d'onde. Si vous le saviez pas, bah voilà, c'est trop tard. Tant pis. Fallait pas cliquer là-dessus. Complètement. Et c'est vrai que le rôle donc d'Antoine Lux, que vous voyez tout de suite à l'image, qui joue le robot, est particulièrement flippant. Oui. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez marrant parce que Antoine dégage un peu ce côté un peu froid, le même qu'Étienne, au premier abord. Et souvent, il faut un petit temps d'adaptation pour les gens. Alors moi, ça m'a pas fait ça, mais plein de gens m'ont dit ça
par rapport à Antoine que il dégageait un truc un peu particulier. Et une fois qu'on apprend en fait à le connaître, il est vraiment, vraiment charmant. Je pense que vous pourrez vous en rendre compte en regardant les bêtisiers qui seront. Qui sont plus à l'image de ce qu'il est en réalité, Ouais, c'est vrai. ouais, C'est ouais, vrai. complètement. Complètement. Ces graphismes-là qu'on voit à l'écran, c'est une boîte qui s'appelle Object in Mirror qui travaille avec Kappa, qui me les a fait gracieusement. Et je les remercie du fond du cœur. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, notamment par rapport aux petits points rouges sur la carte, parce qu'ils en avaient mis partout. Et je leur ai dit, il y en a quand même beaucoup trop sur la Seine. Je pense pas qu'il y ait autant de portables sur l'eau. C'est vrai que dans l'eau, ça peut être compliqué. Oui, Et du coup, il faudrait peut-être les enlever au moins sur la Seine. Ou alors c'est les téléphones qui finissent au fond de... Ouais, mais normalement, ils émettent plus. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils émettent A plus, priori. c'est vrai. Ça, je sais pas, le mien, il est pas Ça marche waterproof en plus tout très cas. bien. Non, c'est vrai, le mien non plus. Mais c'est vrai que pour cette série, on a été vachement aidé par Kappa qui a prêté gentiment ses locaux, les employés de Kappa qui ont vachement participé, vu, donné des retours, joué pour certains d'entre eux. Antoine fait partie de l'équipe de Kappa Pictures, Ouais. donc l'équipe photo, et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des gens hyper compétents pour t'aider à créer des graphismes ou avoir les locaux que vous voyez là tout de suite, c'est les locaux de Kappa qui nous ont gentiment laissé venir les week-ends Ouais. tourner là-dedans. Ouais, plein de fois. C'était vraiment, vraiment adorable. On débarquait le vendredi soir avec le matériel, on le planquait quelque part. C'était toujours un spectacle pas possible. Des fois avec des clients qui étaient là. Bonjour, oui, bonjour. Oui, mais c'est pour un tournage pour qui un n'a rien à tournage voir avec votre prod en votre cours. production à vous. Oui, il y a Mais plus de c'est pas budget, grave. on dirait. C'est vrai. Et d'ailleurs, par rapport à un truc de scénar, il y a des gens qui n'ont pas trop compris en fait que la réaction de Julie, ils n'ont pas compris en fait que Vincent l'appelait sur son portable à elle. Ah ouais. Ouais, les gens disent mais pourquoi elle réagit comme ça? C'est normal, c'est la première chose que tu fais quand tu perds ton portable, tu l'appelles si quelqu'un l'a. Et en fait, ça c'est un truc de scénar qu'on a discuté un peu en amont, où en fait le portable qu'utilise Vincent pour copier le programme n'est pas connecté à Internet, parce que ce programme a un espèce d'instinct où il se fond dans les réseaux, comme ce qu'on va voir dans un instant, une fois qu'elle une fois qu'elle l'a branché. Et donc en fait, le portable de Vincent n'est pas connecté à Internet, du coup, aucun moyen de rappeler, il n'est pas connecté à aucun réseau, donc aucun moyen de rappeler la personne. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette scène où Étienne la repère grâce aux réseaux sociaux et la retrouve et l'appelle sur son téléphone. Et c'est ce qu'elle dit. Apparemment, peut-être pas assez fort. Pas assez clair. Pas assez clair, mais voilà, il l'a retrouvé sur son téléphone. C'est ça qui l'inquiète en fait. C'est pas. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment un truc à l'écriture. Et puis nous, quand on lit le scénario, on essaie de comprendre ce qui se passe dans la logique, dans la tête des personnages. Pourquoi à ce moment-là, il arrive à l'appeler, pas l'appeler, etc. Quel téléphone. Et c'est en fait des trucs qui peuvent paraître soit hyper limpides pour beaucoup de spectateurs, où la question se pose même pas, ok, il l'appelle. Et pour d'autres, au contraire, ça va éveiller un... Non, là, il y a un truc qui est pas logique et ça me bloque. Et tu vois, ça dépend vraiment des réactions de chacun. Et d'essayer de trouver de la cohérence dans tout ça, surtout quand on parle de nouvelles technologies et de trucs, comment il dit, quand c'est pas connecté, quand c'est De quoi? air-gap, c'est ça? Ah oui, air-gap, c'est un vrai terme. Je suis pas tout à fait certain que ce terme s'applique au téléphone portable, mais il y a des ordinateurs qui sont air-gap, c'est un vrai terme qui existe. C'est souvent des ordinateurs sensibles qui contiennent des données qui doivent être protégées. Notamment pour tout ce qui est la défense, le code tout ce qui est armement, tout ça. Voilà, donc l'idée c'était que Marie Meunier savait très bien que son programme était extrêmement dangereux et instable, et qu'il fallait impérativement qu'il ne puisse pas s'échapper de son ordinateur, à moins que quelqu'un pirate le système avec un téléphone modifié, et voilà. Mais il fallait être au courant, parce qu'en plus ce programme était développé en secret. Ça c'est quelque chose que j'ai pas trop dit. Je le dis très tard dans la série, que le programme finalement, c'était pas un programme officiel. Ouais, c'est vrai que ça intervient assez tard. Ouais, c'est Laura qui le laisse échapper à un moment. Laura, le personnage joué par Aloïse Abel. Et c'est vrai que c'est un point qui c'est pas un plot hole, c'est peut-être un truc qui est pas assez explicité. Mais de toute façon, la série est quand même assez complexe dans tout ce qui se passe. Là, typiquement... Vous voyez, il y a les premiers indices qu'Amanda est un peu louche. Ouais.
Qu'elle a une réaction quand même assez disproportionnée par rapport au moment à ce qui se passe et ce qu'elle pourrait capter. Et puis même au moment du tournage, je lui disais d'avoir l'air d'attendre quelque chose parce qu'en fait il fallait qu'elle réagisse vraiment au moment où c'est crédible. Et en même temps, Julie est ah oula, rapide celle-là. Qu'est-ce qui lui arrive, la dame? Je suis content de cette scène là entre Étienne et Vincent. Au tournage, j'étais pas du tout persuadé que ça allait rendre quelque chose de bien. Elle rend très bien parce qu'il y a une vraie sincérité entre vous deux, je trouve déjà. Et puis, vraiment, le jeu d'Antoine est assez. Ça a été d'ailleurs super dur quand. Donc, on spoil toujours. Hein, donc, dans le final, il y a un moment où je joue Antoine, le personnage d'Étienne. Et ça paraît très froid et très facile, entre guillemets, à jouer ce côté un peu mécanique, très posé. Et en fait, c'est plein de subtilités et ça m'a demandé des efforts de répéter, de l'écouter beaucoup parler, qu'il me dise les répliques avant pour que je puisse choper son intonation exactement, etc. C'est vrai que c'est un jeu assez subtil finalement. Oui, non, mais complètement. Il fallait qu'il articule souvent tout. Moi, je lui disais de ne pas hésiter à dire les négations, chose qu'on fait peu en français. De ne pas dire je sais pas, mais dire je ne sais pas. Je ne sais pas, Des choses un peu qui ne viennent pas forcément naturellement. Donc, c'était finalement il devait toujours être très concentré. Et j'étais très content du sourire qu'il fait à la toute fin de la scène. Parce que je lui ai vraiment donné cette indication de jeu, c'est-à-dire un sourire où on ne sait pas si c'est de l'affection, de la fierté ou du mépris. Et je trouve qu'il a joué ça vraiment super bien, ce sourire. Moi, je ne l'ai pas forcément senti. Pour moi, en tout cas, ça passe pour de l'affection. Après, peut-être que pour d'autres, ça passerait plus pour du mépris, mais pour moi, ça a toujours passé pour de l'affection. Ah, c'est marrant. Parce que Après, il y a aussi le fait que, même au moment du tournage, et même la première fois où j'ai vu les montages de Julie, et là, la version définitive, j'ai déjà tout le scénario en tête, j'y ai participé, je connais son personnage, je sais ce qui vraiment le fond. Peut-être que quand on le découvre et qu'on se demande un peu c'est qui ce personnage chelou, y a plus cette ambiguïté là qui se passe. C'est pas facile de garder du recul quand on est dedans en fait complètement quoi. Mais je pense que pour certaines personnes pendant toute la série la question se pose de savoir si Étienne ne manipule pas Vincent. Est-ce que ses sentiments sont réels, est-ce qu'en tant que machine il peut ressentir vraiment ces émotions là, ou est-ce qu'il dit simplement ce que Vincent a envie d'entendre pour servir ses objectifs. Et on répond à ça vraiment à la toute fin de la série quand Julie est en train de torturer Vincent par ultrasons et qui peut rien faire et qu'il en est désolé, mal, il se sent vraiment mal pour ça. Et c'est quelque chose qui je trouve qu'il fallait il est appelé 4-18 dans le générique de fin. Parce que 4-18 c'est l'autre. Ah, c'est l'autre unité. Et d'accord. Je peux dire, je pense à tout au générique. Je peux te dire, ça j'ai mis du temps à faire ce générique. Faut se poser toutes les questions, faut noter tous les gens qui ont participé à la campagne. Merci à tous. Mais je peux te dire que c'était bien. Ça prend du temps. Il y a plein de petites subtilités à. Alors cette scène, donc c'est la dernière scène, elle date du pilote, et vous allez voir que tout ce qui suit là, les 30 prochaines secondes ont été faits en 3 fois. Donc là, on est encore en 2015, bim, on est en 2016, hop là, les costumes, les cheveux, tout, la barbe saute. Et ensuite, dans ce qui suit avec l'autolib, on est en mars 2016, et voilà, donc ça c'est 2017, cette année. Non, 2016, ça c'est 2016, mars 2016. Ouais, c'était avant la campagne. Ah oui, d'accord. Ok. D'ailleurs, vous avez pu commencer à voir Sébastien Robert qui joue Benoît, Claire Perrault qui nous prend gentiment en otage, et Jérôme qui me braque. Je sais pas si vous entendez, il y a les espèces de cigales typiques des autolibes qu'on avait oublié de couper. Et qu'on savait pas parce que personne n'avait conduit d'autolib dans cette voiture le jour du tournage. Et il y a un passant, parce qu'on faisait des tours de pâté de maison pendant 3 heures. Et il y a un passant qui a dû frapper à notre porte. Mais vous savez que vous pouvez le couper ce truc, hein. C'est vrai. Et donc on l'a coupé. Et j'étais mal, je disais, qu'est-ce qu'on fait, quelle heure il est, est-ce qu'on tourne, est-ce qu'on la retourne. Et je dis on n'a pas le temps, tant pis. Donc ça c'est septembre. Alors cette scène dans la voiture, toutes ces scènes dans la voiture ont été hyper drôles à tourner parce qu'on était confinés dans une petite voiture qui était gentiment prêtée par Manu Pouillou qui nous a filé plein de coups de main sur Julie.
Et c'était toujours un truc super drôle de voir le réflo rentrer, la caméra, la perche, machin, et d'être tout confiné dans cet espace et de faire comme si il y avait personne, alors que t'as littéralement le réflo à 10 cm de ton nez, quoi, tu vois. C'était super drôle. Et puis il pleuvait en plus ce jour-là. Il pleuvait, on mettait un drap sur le pare-brise pour éviter qu'on voit les gouttes. Et puis il y avait un autre tournage en même temps que nous. Exactement, il y avait un autre tournage. Ah, c'était quoi ce film ? C'était Seul avec un S ou je sais plus quoi. Ouais. Un truc de gamins qui sont tout seuls dans Paris. Ouais, et du coup il fallait absolument pas qu'ils aient des gens dans leur champ. Ouais. Et nous pareil, il fallait qu'on évite d'avoir des faux raccords, etc. Donc on a dû déplacer 10 fois la bagnole pour pas être dans leur cadre, etc. Et dès qu'ils disaient couper, nous on disait action. En gros. C'est ça, on enchaînait les... C'était très compliqué, mais on s'en est quand même bien sorti. C'était une bonne journée de tournage, ça. Vrai. On avait été plutôt efficace. Ouais. Quand même. Et il y avait pas mal de trucs à enquiller sur cette journée-là. Là, du coup, en fait, le personnage de Catherine, qui n'apparaît finalement que dans cet épisode, à part si on ne compte pas les plans où elle est morte, c'était un personnage un peu compliqué, et Claire l'a vraiment, vraiment bien joué, parce que c'est le personnage qui apporte beaucoup d'informations, et il fallait quand même que ces informations soient données en donnant un peu de profondeur, un peu de personnalité au rôle, et elle a vraiment su faire ça. Complètement. Donner, qu'on comprenne qui est cette femme sans qu'elle ait besoin de dire quoi que ce soit à part son nom et sa fonction, quoi. C'est vrai qu'on sent le genre de personne que c'est, on sent comment dire, son aspect un peu dur, autoritaire et en même temps assez proche de ses... en fait, elle est avec donc Jérôme au téléphone. Jérôme, le nom de son personnage, c'est Alex, c'est ça ? Alex. Et on sent dans la façon dont elle dit exactement ses répliques, change-toi s'il te plaît, tu t'es pas chanté depuis 3 jours, tu pues, quoi. À la fois un peu d'affection et en même temps un côté très autoritaire, dur. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'entre les prises, Claire passait son temps à prendre l'accent russe et à faire l'agent KGB d'une autre époque, et elle arrivait à se remettre dans le perso dès qu'on disait action. C'était très très drôle à voir. Qu'est-ce qu'elle nous a fait marrer avec ça ? Ouais, c'est clair. Là, elles sont un peu difficiles ces scènes parce que il fallait à la fois que l'échange entre Marie et Amanda ait l'air crédible, et en même temps pas balancer que Julie est un robot. Ouais. Donc c'était assez tendu de faire comprendre qu'elles ont un secret qu'elles doivent protéger qui est lié à Julie. Sans vraiment dire que c'est Julie le secret elle-même. Après, je pense que plein de gens comprennent à partir de là que Julie est un robot. Mais il y en a qui comprennent pas encore. Donc après voilà, c'est selon la sensibilité des gens, l'habitude qu'ils ont par rapport à des récits de science-fiction. Et des indices laissés plus ou moins flagrants. Après c'est selon. Mais il y a des gens qui jusqu'au dernier moment n'ont pas compris pourquoi en fait. Comment ça se fait qu'elle l'a aidé par hasard en fait. Il revenait à comment c'est possible que la fille de la personne qui a créé ce programme a pu aider le garçon par hasard, parce qu'ils l'ont vu et ils ont vu que c'était un hasard, ils ont vu qu'elle est tombée dessus, elle passe par là et elle se dit merde, j'interviens. Et le fait que ce soit une énorme coïncidence, tu te dis c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça reste expliqué malgré tout un peu plus tard. Chantal qui joue donc ma mère, Marie Meunier, l'explique avec Amanda en disant que c'est probablement le programme qui a influencé à ce moment-là Et un peu plus tard, mais d'ailleurs cette scène, je pense que les gens comprennent pas forcément tout de suite parce que elle intervient juste après la révélation du robot. Il y a une scène avec Laura et Alex au téléphone et Laura explique qu'il y avait des ultrasons partout autour d'eux au moment de l'agression qui ont été dégagés par le programme, qui lui peut non pas influencer les hommes par lui-même, mais influencer les machines. Les machines, c'est ça, Et là, du coup, ça pose... du coup, on se dit que Julie a sûrement eu envie d'aider Vincent, s'est arrêtée parce que le programme a signalé que son utilisateur principal était en danger. Alors moi, tu vois, quand on parlait de téléphone, là, typiquement, tu vas jeter ton téléphone par la fenêtre, et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'après, je garde ton numéro de téléphone, tu gardes mon téléphone, enfin, ailleurs que de garder mon numéro, parce que Étienne, là, ok, mais comment est-ce que moi, je peux avoir gardé ton... Mais quand est-ce que tu m'appelles, toi ? Tu m'appelles après, jamais ? Ouais, moi je t'appelle pas, non, c'est toi c'est moi qui m'appelle. Et en plus, je sais pas si t'as vu, mais quand on verra mon numéro, on avait fait en sorte qu'il y ait toujours marqué numéro masqué. Oui, c'est vrai. En début d'épisode 7, épisode 8, il y a marqué numéro masqué. Alors sur ces scènes-là, ce qui était très drôle, c'est que Claire est sur un petit tabouret
Ah bon, Enfin, putain, oui, j'avais oublié. Mais oui, parce que Claire est assez petite, en vrai. Je sais plus combien elle mesure, 1m60, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu moins, un petit peu J'avais plus. complètement zappé. Et pour que les raccords et que les axes de caméra fassent pas des super contre-plongées ou des super plongées, elle s'est mise sur un petit tabouret et on était morts de rire parce que entre chaque prise, elle redescendait, elle remontait, elle faisait n'importe quoi. Et c'est vrai que ça, malgré tout, il y a une crédibilité. Mais elle reste très statique. Ouais, bah alors tu vois, j'avais complètement oublié. C'est vrai, alors que nous, Mm. de la voir grimper sur ce petit truc, ça décrédibilisait justement Ouais. ce moment où elle est très dure et très menaçante envers nous et tu la vois sur son petit tabouret. Et d'ailleurs, là, dans le contre-champ, elle est descendue de son tabouret, non? C'est Elle est un peu possible. plus petite d'un coup. C'est possible. Maintenant, tu me le dis. C'est bien possible que sur certaines, elle était plus dessus, ouais. Le plan d'Amanda, j'en suis très content. Ouais. On a eu de la chance, on tournait chez la voisine d'en face qui est une amie de ma mère, Ici, ce plan-là, là, ouais. Et donc en fait, c'est un balcon qui donne sur l'appartement de Marie Meunier. En fait, voilà, Amanda, elle pourrait rentrer là tout de suite en fait. D'accord, Le oui, c'est balcon vrai, est ouais. juste derrière la caméra. Ouais. Et du coup, on avait pu faire ce plan-là qui est assez top parce que on avait personne d'autre aux fenêtres. Donc on voit vraiment qu'Amanda avec son sniper. On a eu un peu peur, hein. On a eu un peu peur Ouais. de mettre Aïssata avec un fusil sniper en plein, Ça a été tourné quand en plus? Ça a été en tourné, juillet 2016. Donc c'était- en, voilà, c'était en quand plein même, état d'urgence. C'est ça, juste après les attentats de Nice, c'est ça? Juste avant. Juste avant. Juste avant les attentats. de Nice. Juste avant. Et, mais longtemps après le Bataclan. Et c'est vrai que bon, on était entre ça et Bah, les c'est scènes con. de Jérôme avec un flingue qui poursuit une autolib. C'est ça, dans la rue, on peut se dire que ça peut effrayer facilement et pas rassurer les passants de... Oui, parce qu'inutile de dire qu'on n'avait aucune autorisation. Voilà, inutile de le dire donc. Et là, ces scènes-là ont été tournées aussi à Kappa Pictures. On a tourné à peu près toutes les scènes d'Aloïs dans son bureau. Non, toutes les scènes d'Aloïs dans son bureau ont été tournées le même jour. Et tandis que le plan de Antoine a été fait en avril 2017. On a fait plusieurs essais. En fait, parce que c'était un plan qu'on oubliait à chaque fois de faire, donc j'essayais de le faire avec une webcam et tout ça. On a fini de le faire avec une vraie caméra, avec un vrai fond blanc, ce qui rend quand même quelque chose d'un peu mieux. D'avoir Antoine vraiment maquillé, vraiment dans ses habits de robot. Voilà, ça donne quelque chose d'à peu près sympa. C'est vrai qu'il y a une esthétique autour de Paris Dynamics qui est assez, comment dire, médicale, quoi, très blanche, Oui. très épurée, très... Ouais. Ça évoque vraiment dans des récits de SF des entreprises un peu obscures, malgré tout très maléfiques, entre guillemets, tu sais, et ça lui va assez... Enfin, ça allait très très bien, ce fond blanc presque... On sait pas où il est, surréaliste, tu vois, on sait pas vraiment où il est, où est-ce qu'ils sont, dans quel... Et de jamais trop voir Paris Dynamics, c'est vrai qu'en fait ça a créé une espèce de comment dire, comment est-ce qu'on peut dire ça, de mystère. De mystère autour de la boîte. Ouais. Même si à une époque, le scénario disait qu'on allait se retrouver dans les locaux de Paris Dynamics. Ouais. Il y a eu une version des scénarios où on aurait pu découvrir vraiment l'intérieur des... Ouais, bah, j'ai longtemps cherché un moyen de tourner dans des nouveaux bureaux, dans des nouveaux... des week-ends, voilà, des entreprises qui pourraient nous laisser leur bureau, nous faire confiance comme Kappa nous a fait confiance. Ça s'est pas fait parce que c'est compliqué, même si voilà, je connaissais quelques personnes qui dirigeaient des boîtes et tout ça, mais ça semblait un peu difficile à faire, et c'est pour ça qu'après j'ai changé le scénar et que le final se déroule au hangar. Ouais. Cette scène, parlons un peu de cette scène. De Benoît en état de stress post-traumatique. Tout à fait. C'est vraiment, je pense, à l'écriture, la scène un peu post-Bataclan, en fait. Ouais, pour toi, c'est comme ça que tu l'as... Ouais, c'est ce moment où, en fait, on vient de vivre un truc horrible, on vient de voir quelqu'un se faire tuer, et on a besoin de réconfort, on a besoin d'être ensemble, de se sentir un peu vivant. Et je pense que voilà, les deux personnages à ce moment-là ont besoin de se sentir là, quoi. Ont besoin de se sentir ensemble. Et Julie notamment encore plus, puisque elle a perdu beaucoup. Et puis parce que là, elle le manipule sans s'en rendre compte. Oui,
D'ailleurs, j'adore la touche que t'es laissée au son, en vraiment Oui, le petit ultrason qui s'entend, mais en fait, quand on le voit à ce stade de la série, je pense qu'il y a une bonne partie des spectateurs qui captent pas, entre guillemets, tu vois, qui l'entendent pas forcément. Ouais. Non, parce que même ce on m'a dit qu'on comprenait pas encore très bien à ce moment-là que Étienne les manipule. Oui, comme on vient de voir Étienne manipuler, c'est la première fois qu'on le voit manipuler des gens, vraiment, et c'est pas, pour la plupart des gens, c'est pas très clair. Enfin, en général, tout le monde me dit, bah dis donc, ils sont vite barrés. Ouais. Il y a peut-être un truc où c'est pas très appuyé, du coup, s'il y a pas une attention à chaque chose qui a été dite avant et qu'on comprend qu'en fait, il a une... Enfin, dans la première scène, il le manipule à distance, l'unité de sécurité, mais c'est une unité de sécurité, et puis il y a vraiment un son, ultrason, il fait une tête de comme ça. C'est ça. Mais du coup, comme c'est expliqué juste après, on le dit, qu'il les a poussés à partir, tout ça, ça devient plus clair, mais le spectateur normalement n'a pas eu le temps d'associer ça aux ultrasons, au bruit qu'il a entendu. Donc cet ultrason qu'on entend au moment où elle dit me lâche pas, peut-être interpelle, mais je pense que le spectateur l'oublie vite. Oui, peut-être, ça donne juste une espèce de tiens, c'est quoi ce truc-là, et tu passes à autre chose. C'est ça, exactement. Tous ces graphismes d'ordinateur ont été faits par un garçon qui s'appelle Nate Taylor, qui vit à Seattle, et ont été faits durant de longs mois où il n'était pas toujours disponible. Ça a mis beaucoup de temps. Les allers-retours, les envois de modifs, de retour. Et ensuite recoucher ça sur les plans étalonnés, c'était très compliqué. Mais le rendu est vachement... Ouais, ça c'est cool, il a bien bossé. Ouais, complètement. C'est sympa. Et là, vous pouvez commencer à voir que Sébastien change de coiffure un peu à chaque plan, parce qu'il les a un peu plus longs qu'à l'extérieur. Il a malheureusement été chez le coiffeur entre 2 tournages. Alors, c'est ce qu'on a fini par appeler dans le langage des tournages de Julie Web Série des Robercheries. Puisque Benoît est joué par Sébastien Robert, et comme de temps en temps... Il était en retard, il allait chez le coiffeur entre 2 tournages à 1 semaine d'écart, etc. On a commencé à noter ce genre de petites farces qui nous faisaient, ou de petits contretemps, ou de petits faux raccords, des Robercheries. Et c'est resté, je crois, tout le tournage. Au bout d'un moment, quand même c'était pas lui qui faisait ça, qui était à la bourre d'une demi-heure ou quoi, il va nous faire une Robercherie. Devenu le running gag de ces tournages. Ce qui est marrant, c'est que au final, on a tous eu des problèmes de coiffure entre les tournages. Donc, au final, pour un spectateur qui ne sait pas quand est-ce qu'on a tourné quoi, il est comme tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que, mais nous, il y avait des mois qui se passaient entre les tournages pour un peu justifier le fait que on essayait d'être raccord comme on pouvait. Mais lui, c'était vraiment entre une deux, semaine à l'autre, une semaine à l'autre. Mais il s'en est beaucoup voulu. Il voulait juste en fait améliorer un petit truc, et le coiffeur a eu la main lourde et il l'a pas arrêté. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis c'est pas si gênant que ça au final. Non, je pense que pris dans le visionnage de l'intégrale, surtout que là en plus on est dans un mode de visionnement dans ce commentaire où on regarde tout à la suite, etc. Quand la série sort épisode par épisode, on oublie d'une scène à l'autre, d'un épisode à l'autre, que au coup d'avant il y avait les cheveux un peu plus longs, un bout de barbe, un truc. Finalement ça passe. Puis c'est vrai que les plans sont malgré tout assez rapides, on reste rarement longtemps sur les personnages jusqu'ici. Et du coup il n'y a pas trop... ça pose moins de problèmes que si vraiment c'était un long métrage qu'on regarde, tu vois, d'un seul coup. Non, carrément. Bah oui, parce que de toute façon, je pense que la plupart des gens vont pas tout regarder d'affilée comme on le fait là à une projo voilà. Même s'ils peuvent binge-watcher le truc, je doute que tout le monde s'enchaîne tous les épisodes. D'ailleurs, je le recommande pas. Je pense que c'est une série qui doit se regarder assez rapidement. Mais je pense qu'il faut faire des pauses, qu'il faut laisser le temps de réfléchir à ce qu'on vient de voir et regarder ça en 2-3 jours, quoi. Ouais, de toute façon, ça reste le meilleur mode de visionnage. Moi, je sais que je suis une très grosse binge-watcheuse, binge-vieweuse, on dit les deux apparemment, de séries, où je peux m'enchaîner, mais une vingtaine d'épisodes de 40 minutes chacun sans aucun problème, et j'adore faire ça, et à la fois je vois très bien la différence entre les séries que j'ai vues en respectant la sortie semaine après semaine, ou que j'ai vachement plus gardé en mémoire, vachement plus mûri, vachement plus pris le temps de putain mais alors à l'épisode d'après qu'est-ce qui va se passer, patapon patata. Ces deux modes de visionnage pour une web série courte, je trouve ça plus facile de regarder ça plus resserré, tu vois, 1-2 épisodes par jour de façon vraiment régulière comme ça, c'est moins gênant que
que de se taper un marathon, je sais pas, de 24 heures chrono. Où, on mate T'as tout, déjà fait ça? Faire un marathon 24 heures chrono, c'est très Non. difficile. Hein. Ah non, tu m'étonnes. Ah, c'est très dur. Ça doit parce être que très lourd. c'est une écriture assez anxiogène et assez asphyxiante. Et vraiment, mais j'ai fait ça une fois en plus pour la pire saison. Bon, bref, on va pas y passer des heures parce qu'on dérive un petit peu, on ne commande plus du tout Julie. C'est un peu le risque quand on enchaîne tout. C'est ça. Donc là, on est de retour à Multitrad. C'était très compliqué de prévoir tout ça. Il fallait que tout le monde soit disponible. On se rend pas compte, hein, mais le planning des gens, c'est compliqué à Et en plus, gérer. pour ces scènes tournées à Multitrad, il y en a quand même quelques-unes tout au long de la série. Il y a à la fois le fait de réunir tout le monde, parce qu'on n'est pas que deux, on est là, il y a 1, 2, 3, 5 personnages présents sur le même jour, dans le même espace. Et en plus, c'est les locaux de Kappa, donc où tout ça ont été tournés, c'est que des vitres. Que des vitres, que des reflets, la lumière extérieure du jour qui vient taper là, plus toutes les lampes en l'intérieur, etc. Et ça a été une tannée à certains moments pour nos amis de l'image et de la lumière de pousser un reflow, pousser un truc, une light par-ci par-là pour éviter qu'on voit le reflet, le pied, le truc. Et en même temps, ça donnait des choses vachement créatives, quoi. Ça donnait des plans. D'ailleurs, il y a des reflets, hein. Vous allez pouvoir en voir un très rapidement. Là, sur un plan sur moi où je me retourne, on peut voir le reflet de notre cadreur. Là, Thomas Bazin sur ma tête. C'est rapide, heureusement. Ouais, c'est rapide, c'est pas grave. Au niveau du scénar, un truc qui était important mais auquel on pense pas forcément tellement il y a de couches de mensonges dans cette série, c'est que Amanda en fait est en train de jouer le rôle de l'allié de Marie. Elle fait semblant de vouloir éteindre Étienne et elle le prévient en faisant du morse. Et en fait, si elle fait tout ça, c'est parce que Marie a accès aux caméras de surveillance de Multitrad et est en train de les observer. Et elle sait donc ça. c'est pour ça que Amanda joue ce rôle-là à fond. Et l'objectif d'Amanda et Étienne à ce moment-là, c'était de mimer une attaque pour que Julie cherche à réveiller Amanda et se fasse neutraliser par Amanda. Donc il y avait cette première tentative qui a échoué parce que Marie a débarqué et a changé la donne. C'est-à-dire qu'en éteignant Julie et Étienne, là il fallait renverser la vapeur. Donc Amanda les a réveillés tous les deux. Et du coup il fallait de nouveau qu'il y ait une nouvelle attaque et de nouveau qu'Amanda soit paralysée pour refaire en fait la même chose. D'accord, tout à fait. Et ça c'est... Il y a tellement de couches à lire dans ces scènes entre la révélation que Julie est un robot, l'arrivée de Marie, Amanda qui est étrange malgré tout dans toute son... Même quand on se place du point de vue de Julie, de voir arriver Amanda qui lui fait ce chute étrange, qui l'envoie faire un café à l'autre bout, il y a vraiment une étrangeté dans cette scène-là qu'on comprend qu'après, en fait, quand on a vraiment le fin mot de qui est Amanda et comment est-ce qu'elle a mené sa barque tout le long de cette histoire, quoi. À l'écriture, c'est à partir de cet épisode-là que j'ai commencé un peu à resserrer mon histoire pour que y ait moins de tournage et que ça me coûte moins cher. Et je trouve que même si j'aime beaucoup cet épisode 4, ça se sent un peu, c'est-à-dire que tout va très 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 vite. C'est vrai que... Et il est très très dense cet épisode 4, là où d'autres s'étirent un peu plus. Et donc voilà, ce moment, cet épisode 4 où tout s'enchaîne très vite, c'est le moment où j'ai vraiment resserré les choses à l'écriture pour que ça rentre un peu dans un budget accessible. À la fois, moi je trouve que on y gagne dans le sens où ça crée une intensité dans ce moment où on comprend officiellement que Julie est un robot. Là on va apprendre que Étienne finalement a buté des gens et va décevoir Vincent. Marie va comprendre qu'Amanda n'est pas qui elle semble être. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce moment-là. Et à la fois ça sert cette intensité. Et en même temps, c'est vrai que le moment où Julie comprend qu'elle est un robot, on aurait presque eu envie pas d'une minute entière, mais d'un moment de dépressurisation, dépression nerveuse, de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que ça va assez vite, mais... Ça va très très vite. Au final, moi j'ai un peu regretté d'avoir autant éteint Julie. C'est-à-dire qu'il y en a trop en fait. C'est vrai que je suis beaucoup éteinte. Trop en fait. C'est-à-dire que ça marche une fois, deux, ça commence à faire un peu trop. Et même en fait, ce que j'ai surtout regretté, c'est de t'avoir, je sais pas ce qui se passe en fait, elle est assommée pendant la baston après. Et ça j'ai regretté. J'aurais préféré qu'en fait, soit Étienne la tienne d'une main, ou en fait ou que ce soit elle qui prenne Vincent en otage. Mais je trouve que j'ai un peu trop souvent éteint Julie
Ouais. Et justement, en fait, il y a un moment quand même qui est long, une fois qu'Amanda l'a neutralisé, où Julie n'intervient plus dans l'histoire, et c'est un poil long. C'est un peu C'est-à-dire que c'est longuet, ouais. l'histoire quand même de Julie, et c'est sympa de voir comment les autres personnages se débrouillent sans elle, mais c'est un peu trop. C'était un peu too much. Je trouve, ouais. effectivement, Il fallait, même en la laissant neutraliser, il aurait fallu qu'elle reste active d'une façon ou d'une autre, Ouais, mais pas endormie. Je regrette un peu d'avoir écrit des choses comme ça. Mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on l'a tourné, c'est comme ça, voilà. on saura pour la saison 2 ou pour une autre histoire qu'il ne faut pas endormir son personnage principal Ben non, pendant il faut plus que le de deux personnage occurrences. principal reste toujours actif et reste toujours moteur de l'action. Oui, ou que en fait les moments où il devient inactif pour un temps assez long, ça sert vraiment un point précis et qu'ensuite le rebondissement ou le réveil comment dire, ait un sens très particulier et engendre une action très précise, tu vois. C'est qu'ils sont un déclencheur finalement pour soit l'histoire, soit le personnage, soit... Le personnage d'Alex est toujours sur sa piste de Catherine. Pareil, je me dis avec le recul que il est un peu trop à la traîne. Il a quand même 2 épisodes de retard du coup, hein, Ouais, c'est vrai que... par rapport à l'histoire. Ouais. Et je pense que c'est aussi des histoires de montage, où se situe une scène dans l'histoire, qui peut être un peu compliqué. En fait, ce qui était compliqué avec les personnages d'Alex et Laura, c'est qu'ils servent à donner beaucoup d'informations. J'ai essayé de leur donner une profondeur, une relation amoureuse, d'en faire des personnages. Tout ne marche pas forcément très très bien. Mais en fait, l'idée du personnage d'Alex, c'était cet archétype du personnage d'action, l'homme de sécurité, l'agent de sécurité, ouais. que Jérôme campe assez bien enfin, il a une carrure, il est grand, voilà, il peut être inquiétant. Et en fait, d'aller en contresens de cet archétype d'homme d'action. Ça marche plutôt pas mal, ça, je trouve, hein, parce que Ouais. c'est vrai qu'a priori, on le voit plutôt que c'est le premier mec qui me braque, donc c'est le premier personnage dans la série qui sort un pistolet, c'est celui qui initie l'aspect vraiment dangereux pour Julie de s'être mêlée à cette affaire Ouais. et qui enclenche tout le processus de course-poursuite et d'intrigue, etc. Et à la fois, du coup, le fait qu'il ait ce rapport-là avec Laura, que là, on vient de le voir assez ébranlé, de voir Catherine effondrée et décédée sur le sol, c'est vrai qu'il... Puis même par la suite, tu vois, sa façon quand il engueule plus tard Marie Meunier en lui disant « Non mais vous êtes complètement folle », il est vraiment atteint, il n'est pas juste un homme de main d'action avec un flingue qui va péter des gueules et régler des problèmes, il est vraiment atteint par ce qui se passe et il est concerné, quoi. Ouais. Et puis l'autre idée, c'était d'aller aussi à contre-courant de cet archétype de l'assistante à lunettes derrière un ordinateur, et d'en faire cette femme qui est capable de prendre les choses en main, tout à fait. et d'être finalement plus froide que l'homme qui est censé lui réagir comme elle réagirait. Et c'était ça un peu qui m'intéressait. Ça, c'est pour le personnage de Laura Voilà. qu'on voit beaucoup derrière un ordinateur sur les 4 premiers épisodes. Et qui n'a pas l'air d'être une femme d'action, et pas l'air non plus d'être d'être une femme de sang-froid, voilà, et qui en fait se révèle voilà. être bien plus... Parce que c'est pas avec 4 scènes derrière un ordinateur que vous pouvez savoir qui c'est cette femme. C'est ça, Donc, complètement. Il fallait cet élément de surprise. Ce magnifique maquillage que j'ai toujours trouvé super sympa nous a été fait par Aude, si je ne me trompe pas. Alors Aude, elle a fait ceux de la prise d'otage. On voit pas trop vraiment ce que ça donnait dans la prise d'otage, mais là le maquillage sur le gros plan, c'est Pierre Marin qui a fait ce maquillage, et ça date de mars. C'était avant la campagne, du coup, ce maquillage. Il a utilisé de l'aluminium, en fait, pour en faire un peu ce côté métallique. Ça marche pas mal du tout, c'est vrai que ça, Et là, ces scènes d'explication ont été tournées après la longue session de juin. Donc on est en octobre, donc 4 mois après la prise d'otage que vous venez de voir. Et du coup, il y a une légère différence de lumière. En octobre, il fait quand même c'est moins lumineux qu'en juin.
Et même au niveau des cheveux, on a fait un peu ce qu'on pouvait. Les cheveux de Chantal ont un peu poussé, mais grâce au... Comment dire au, à la coiffure, au fait que ce soit bouclé, parce que Chantal, elle a les cheveux extrêmement... comment on dit l'inverse de frisé. Je connais rien en cheveux lisses. Tout simplement. Je connais rien en cheveux, moi. Elle a les cheveux très très lisses et elle m'avait dit, moi j'aimerais bien avoir les cheveux voilà, bouclés, au fer, voilà, je trouve que ça donnerait quelque chose au personnage. Et heureusement qu'elle a eu cette inspiration-là parce que ça permet un raccord qui sinon aurait été compliqué. Oui, c'est vrai que... Ses cheveux ont quand même pas mal poussé en 4 mois. Et du coup, ça se voit beaucoup moins grâce au fait qu'il soit bouclé. Ça se verra un petit peu plus aux scènes de la défense, parce qu'à la défense, il y avait tellement de vent que les cheveux se débouclaient très très vite, et pendant un moment, elle a les cheveux un peu plus lisses. Donc, en parlant de ces différences de saisons pendant lesquelles on a tourné, entre en plein été, en plein hiver, en automne, etc., il faut... l'ensemble de la série se passe sur 24 heures, en gros, enfin sur une journée, et on a tous forcément les mêmes costumes pendant toute la série, et avoir un t-shirt et une veste en cuir quand on est en octobre, qui fait frais mais pas trop, c'est très agréable. Quand on est en plein cagnard en juillet, on meurt de chaud, et quand on est dans un hangar frigorifié en janvier, on se pèle un petit peu, quoi. Ouais. C'est vrai que ça, là-dessus, ça a été un peu le... Pour tout le monde d'ailleurs, je crois, hein, le côté, on a tous choisi on a choisi tous ensemble des costumes multisaison qui passait bien printemps, automne, et qui devenait un peu compliqué en été et un peu compliqué en hiver pour des raisons totalement opposées, mais c'est assez rigolo. Ouais. Alors ça, ce gasp, j'ai mis tellement de temps à le choper, Mais tu rigoles ou quoi? C'est ton premier en fait. C'est le premier? Ouais, ah et une seconde après, tu fais non, ça va pas. Et moi, c'est celui que j'ai choisi. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est drôle. Ah, j'adore. En fait, pour me diriger à ce moment-là, Camille me disait faut vraiment que tu imagines que dans la suite de la réplique, tu tombes avant, mais en fait, c'est oh putain. Ouais. Et du coup, d'avoir ça en tête, j'ai eu l'impression que ça m'a aidé, mais apparemment, le premier était le meilleur d'entre tous. C'était super dur d'avoir cette réaction, juste le gasp absolu des séries, enfin, tu vois, cette réaction de personnage que dans la vraie vie, en fait, on a assez peu l'occasion d'avoir. Hein. Ah bah putain, moi je le fais tout le temps. Ça, c'est parce que ta vie est une série, Camille. Et d'ailleurs, alors pour en revenir à Amanda, là, la révélation de sa trahison, et Laura qui en parallèle découvre toute la vérité sur Amanda. Ouais. Il y a ce truc des balles, je sais pas si on comprend bien qu'en fait, au moment où elle tirait sur Étienne, en fait, elle se débarrassait de l'arme de Marie. C'est-à-dire qu'elle vidait tout son chargeur. Moi, c'est vrai que je l'ai compris Très tard. assez tard. Assez tard. Je crois que je l'ai compris au deuxième visionnage, en fait. Ouais. Au premier, quand elle dit cette phrase « j'ai vidé ton chargeur », ok, je te crois, parce que de toute façon, t'es tellement machiavélique que y a sans doute un moment où tu l'as vidé, mais j'ai pas forcément fait le lien tout de suite. C'est au deuxième visionnage que je me suis dit, bah oui, là, elle récupère... C'est peut-être aussi parce que le plan sur elle qui récupère le flingue est soit un peu court ou pas assez marqué, il y a peut-être un truc comme ça C'est-à-dire qu'il se passait plein de choses à ce moment-là. Il fallait montrer que Sébastien, Benoît allait trouver l'arme, les ciseaux et les boules caisses. Il y avait plein de choses à dire en même temps. Et c'est vrai que l'arme, du coup, n'était pas le truc le plus principal pour cette scène. D'accord, ouais. Mais c'est vrai que dans cette scène, il se passe beaucoup de choses. Ah, mais il se passe énormément de choses. Là, voilà, typiquement, dans cette scène, voilà un exemple de scène beaucoup plus calme. Complètement. Mais parce que ce que vous voyez, c'est une des rares scènes, finalement, où il n'y a pas de double lecture à avoir. Ouais, où là c'est vraiment exclusivement ce qu'on voit, c'est exclusivement ce qui se passe, voilà. Et l'enjeu entre les personnages est très sincère et premier degré, quoi. Ouais. C'est vrai alors on a tourné ça à la Halle Papin, si je dis pas de bêtises, hein, qui se trouve à Pantin. C'est ça. Et c'est un super endroit qui accueille plein d'artistes qui peuvent venir bosser dans des espèces de box ou entreposer du matériel, etc. Et on a pu tourner avec eux, enfin chez eux, 4 week-ends 5 week-ends 4 fois, ouais, 4 fois. 4 week-ends. Et il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs grands couloirs avec vraiment une hauteur de plafond, forcément, dans cet hangar magnifique.
c'était un super endroit où tourner, mais encore une fois, quand il fait froid dans un hangar, il fait froid dans un hangar. On avait très très froid. Là, avait... dites-vous que dans les contre-champs, dès qu'on pouvait, en fait, on se rhabillait. Ouais. C'est-à-dire que dès que quelqu'un n'était pas dans le champ, il mettait un manteau, une écharpe, un bonnet, ouais. tout ce qui était possible. C'est ça. Et on avait tous très froid. Moi, j'avais très froid, et Antoine encore plus avec sa petite chemise. C'est peut-être le pire, lui d'ailleurs. Un des Ouais, personnages qui est très le moins dur. habillé et qui devait être le plus confortable en été, mais clairement le moins confortable en hiver. Ouais, et pour faire ce long monologue, en plus, c'était un peu... c'était très compliqué pour lui. Et on était en décembre, là, c'était le 11 décembre qu'on tournait. Et l'un des grands défis qu'il y avait aussi à ce jour-là, où on a tourné en fait cette scène-là et les explications entre Vincent et Amanda, c'est qu'en décembre, il y a peu de temps de jour. C'est-à-dire que la lumière du jour n'est plus là à partir de 17h. Ouais. Et que du coup, il faut être raccord. Donc, il y avait un défi pour l'équipe lumière et aussi au découpage. C'est-à-dire qu'il fallait faire les plans larges en premier et terminer par les plans les plus serrés pour garder les mêmes luminosités au maximum. Pour avoir l'air le plus raccord possible. Ouais. Là, c'était un bon moment, c'était une matinée, on était je réfléchissais à ce qui pouvait vraiment émouvoir Vincent et c'était facile pour moi de me laisser un peu emporter par l'émotion parce que à cette époque-là, c'était le moment où il y avait plein de choses atroces qui se passaient en Syrie, notamment à Alep. Et on voyait plein de vidéos tournées sur les réseaux sociaux et d'enfants mourir gazés, tout ça. Et du coup, c'était assez facile d'être ému, quoi. Et d'être ému, de pouvoir pleurer sur commande. Parce que le discours que tenait Étienne pouvait résonner à ce moment-là pour moi. Et c'était bien. C'était un bon tournage, ce 11 décembre. Alors là, pour ces scènes-là, c'est assez... Enfin là, donc moi, je suis allongée entre les deux par terre. Mais tu n'es pas là, en fait. Mais je ne suis pas là à ce moment-là. Il y a certaines... Voilà, ces scènes-là où on me voit, j'y suis dans certaines... également où on me voit pas, parce que dans le planning de travail, j'étais présente, quoi. Et je me rappelle que j'étais malade sur certains de ces week-ends de tournage. Et il faisait assez froid malgré tout. Et j'étais à la fois très contente d'être allongée. D'être genre, oui, laissez-moi finir ma nuit. Et en même temps, il faisait un petit peu froid sur le sol. Et c'était long. C'était long d'être assis. Il s'en passait beaucoup de choses. C'était assez... Ouais, non, c'était... C'est pour ça aussi que je regrette de t'avoir autant... d'avoir empiré mon rhume autant de façon éteinte. active. Voilà, je pense que la prochaine fois... il est hors de question que mon personnage soit dans le coma pendant 3 quarts d'heure. Pendant 3 quarts d'heure, on se fait chier. Non. Voilà, c'est une leçon que j'ai appris. On n'éteint pas son héroïne pendant 3 quarts d'heure, c'est pas possible. Et on demande pas à son actrice de rester allongée par terre. Ouais, non. Là, c'est assez marrant, ces scènes-là. Les comédiens riaient beaucoup pour... ces histoires de 14h12, c'était assez cocasse. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, pour ma défense, c'est que c'est la merde, les amis. C'est-à-dire que le seul androïde capable de sauver l'humanité est éteint. Et elle est en train de Marie Meunier est en train de se faire embarquer. Et il n'y a plus qu'un seul recours, c'est ce mec, Benoît, qui n'est pas du tout au courant de quoi que ce soit, et Marie Meunier est très inquiète. C'est-à-dire que si Benoît ne gère pas à ce moment-là, c'est la fin du monde. Mais ce qui a beaucoup fait rire, nous, au tournage dans cette scène, c'est pas tant que cette urgence qu'il y a dans sa voix est présente et justifiée, tu vois. Je pense que c'était vachement le côté... elle a à la fois un ordinateur dans la main qu'il faut passer... à Benoît, en même temps elle se fait embarquer, il la pousse, il la fait passer devant, etc. Et il y avait une espèce de cacophonie en criant 14h12 qui créait un truc vachement comique à un moment super, comme tu dis, angoissant et tragique pour les personnages. De putain, il va se retrouver tout seul avec Julie qui est éteinte et il sait pas comment la réveiller, et à la fois cette urgence mais prise dans un espèce de gag presque chaplinien, tu vois, dans la gestuelle qu'ils ont à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a créé quelques rires au moment du tournage pour créer les plans
de Marie qui se fait embarquer par Alex. Mais je pense que ça fait rire aussi au visionnage. Bah, au montage, t'as quand même pas laissé les moments les plus, comment dire, les plus drôles, tu vois. T'as vraiment monté le truc de façon à ce on reste dans l'intensité. Si on laissait les plans vraiment longs et montrer tout le cheminement des acteurs et ben, les gestuels, ça aurait vraiment été vachement plus... Ça aurait donné un autre ton à la scène, voilà, c'est ça. C'est sûr. Ces scènes, donc là c'est pareil, c'était le 11 décembre, et elles servent vraiment à clarifier la position d'Amanda et à ce que, et qui elle est. Et j'en suis assez content parce que c'était à la fois bien d'instaurer du conflit entre son personnage et celui de Vincent, qui ont une vision du monde totalement opposée, et en même temps de laisser entendre que cette femme, c'est voilà, quelqu'un qui a commis des horreurs au nom de l'intérêt de la nation quand elle était agent de la DGSE, et que en fait, ça a toujours été quelqu'un finalement de l'ombre, quelqu'un qui ont demandé de faire finalement la sale besogne, et qui en a ras-le-bol en fait d'être cette espèce de... Ouais, qui a vu en Étienne une opportunité de s'extraire de ça et de pouvoir avoir enfin une espèce de tranquillité finalement dans sa vie, qui passe par commettre des actes... Enfin, elle a quand même buté quelqu'un au sniper il n'y a pas si longtemps. Voilà. Elle a trahi la personne avec qui elle a travaillé pendant hyper longtemps. Enfin, elle continue à agir de façon vachement... dommageable, on va dire, pas très très honnête, et en même temps pour servir une espèce de, comme tu dis, un ras-le-bol qu'elle a profondément en elle d'enfin avoir la paix, quoi. Elle a compris que... Et puis parce que je pense que elle se dit qu'elle le mérite, en fait, que c'est quelque chose que... Après tout ce qu'elle a fait, en fait, c'est... Amanda se pense, et peut-être à raison, supérieure à plein de gens. C'est qu'elle va chercher la reconnaissance qu'on lui a pas allouée d'office. En tant que femme noire, voilà, elle a pas la place qu'elle mériterait au sein de cette société, qui l'emmerde. Je pense que c'est quelqu'un d'assez misanthrope, voilà, qui déteste les gens et qui est saoulé d'un peu de tout. Et c'est notamment des choses qui interviennent à la fin quand Julie la confronte. C'est qu'elle lui dit, mais quand Julie lui dit, mais on n'a jamais été amis, mais amis de quoi? Quand est-ce que tu as essayé de savoir qui j'étais moi? Telle mère, telle fille, comme tu dis. Et c'est quelque chose, voilà, où tu te dis... Qui transparaît à ce moment-là. Marie l'a traité comme ça, Julie l'a traité comme ça, et qu'au final... je pense que le monde entier a traité Amanda comme ça. Ça n'excuse en rien toutes ses actions et ses motivations, mais ça permet d'expliquer en fait, voilà, quel est son point de vue sur les choses et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est pas trop mal. Complètement. Non, complètement, je suis assez d'accord. Le personnage d'Amanda est vachement intéressant. Puis elle le joue assez... Vraiment, elle a à la fois dans les premières scènes où on comprend pas trop encore qui elle est, elle a quelque chose de très affectueux et d'assez doux, et puis petit à petit elle se révèle très froide ou manipulatrice ou calculatrice, et je trouve qu'elle a bien... Puis elle a un regard en plus, Aïssa Tassi qui joue ce personnage-là, a vraiment un regard à certains moments qui est glaçant, quoi. Enfin, vraiment, elle lance des pics avec ses yeux. J'aimerais pas être en face d'elle à ces moments-là, tu vois. Vraiment, j'ai eu des moments où elle me fait peur, la dame. Il y a des gens qui me demandent pourquoi Benoît pleure à ce moment-là. Alors, moi, je vais te donner mon point de vue. C'est qu'à ce moment-là, il est à la fois dans le... il sait pas si ça va marcher. C'est la seule idée qu'il a. Il a retracé la suite... Tiens, j'ai le nez rouge, on voit que j'étais malade. Il a retracé les événements, et pour lui, le seul moment qui peut caler un moment à peu près de bonheur dans les dernières 72 heures à 14h12 ce jour-là, c'est ce baiser qu'elle lui a donné, et en même temps, il veut presque pas y croire, quoi. Il y a un côté de pleurs, de désespoir, d'espoir, désespoir, putain, c'est ça, donc elle m'aime vraiment. Et en même temps, si c'est pas ça, je vais m'effondrer, entre guillemets. C'est à moitié un baiser d'adieu et à moitié un baiser d'espoir, quoi. Pour moi, c'est pour ça qu'il est en larmes à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que nous, en tant que personne, on peut jamais être sûr à 100% que quelqu'un nous aime, et lui, il a une espèce de preuve sous les yeux, une preuve voilà, de science-fiction. Et en fait, c'est des ex, c'est des gens qui se sont aimés pendant longtemps. Lui, il est parti parce qu'il avait besoin d'autre chose, mais c'est pas pour ça qu'il l'aimait plus. Et il est revenu justement parce que elle lui manquait.
Et en même temps, il y a le doute de se dire est-ce qu'elle m'aime encore, est-ce que j'ai pas tout Ouais, gâché. ouais. Et donc en fait cette espèce de preuve qu'il a qui n'est qu'une preuve que si ça marche. Donc Ouais. voilà, c'est C'est qui tout double, entre c'est guillemets. ça, C'est c'est un un peu. saut dans le vide en fait qu'il fait Ouais. à ce moment-là. Et c'est un moment où il est tout seul, il est désespéré, il sait pas où, il a peur, il sait pas où, ce que ça va donner. Et voilà, il Et est. est-ce qu'il n'y a pas en plus, du coup, à ce moment-là, une espèce de. Puisque, en regardant la suite, on comprend qu'au moment où elle lui dit me lâche pas, juste après Ouais, l'avoir embrassé la première fois, elle l'a mis sous son contrôle sans le savoir et sans le vouloir, mais lui, du coup, a été happé par cette ligne directrice dont il n'avait pas conscience, de quoi qu'il arrive, maintenant il va la suivre parce que c'est plus lui qui est totalement aux commandes de ça. Et là, elle est éteinte. Donc il y a peut-être aussi un côté désespoir de on m'a donné un ordre, enfin j'ai une ligne directrice à suivre, mais en même temps la personne que je dois suivre, elle est... Tu vois, il y a peut-être aussi une espèce une alerte en lui on m'a donné une direction et il n'y a plus le panneau entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus la ouais, ouais. route à suivre. Et puis c'est vrai que peut-être qu'il partirait de peur en fait, s'il n'avait pas eu cet ordre-là, mais il peut pas. Il Ouais, peut pas la lâcher, et donc il ne peut que être là pour elle et être à ses côtés. ouais. Et donc il écoute finalement son cœur plutôt que sa peur. Mm, mm, Et, mm. et en même temps, voilà, c'est toutes ces émotions-là qui le Qu'il bouleversent. traverse, Et je ouais. trouvais ça aussi bien de montrer un personnage masculin qui pleure, qui est fragile. Je trouvais Et ça puis qui est sincère en important. plus Oui, 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 dans complètement. son dans ses sentiments et dans sa façon de Sébastien qui joue donc Benoît déjà il joue très bien je trouve et en plus il avait une sincérité donc quand on a tourné cette scène là de vraiment ses larmes étaient réelles quoi Oui, enfin oui, il y bah avait oui, oui. vraiment c'était super joli c'était dur pour d'autres raisons parce que moi j'étais voilà allongée malade pour plein de raisons, la scène n'était pas forcément évidente, mais il y avait vraiment, il a réussi à chercher en lui une super belle sincérité dans ses larmes et dans ce baiser qui rendent la scène super crédible, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Là, la scène qu'on vient de voir juste avant, c'est une scène qui a été improvisée au montage en fait. Elle n'était pas écrite au scénario. Et en fait, j'avais besoin que Laura découvre les véritables intentions de Marie Meunier, qui est que donc Julie doit se connecter au programme Mhm. et que c'est pour ça qu'elle a créé le programme. Et donc, elle joue un double jeu un peu là-dessus depuis le début. Et à la fois pour expliquer le geste de Laura, et il faut comprendre aussi que comme on n'a pas beaucoup de budget, on ne voit pas l'horreur tout à fait de ce dont ils sont témoins à la défense, mais elle vient de voir quand même 1000 personnes se jeter Ouais, par les fenêtres. Donc ouais. imaginez un peu l'horreur qui se joue sous ses yeux à la défense. Et Laura, en fait, est quelqu'un de très dur et de très froid, mais ça reste quand même un être humain, donc elle a deux choix possibles à ce moment-là. C'est soit elle devient folle et elle se recroqueville sur elle-même, soit elle se bat. Mm. Et à ce moment-là, en fait, elle passe en mode tueuse parce que c'est la seule solution qu'elle a, elle, pour tenir le coup. Et du coup, elle part dans une quête de vengeance et pour punir les responsables de tout ça. Et le premier responsable qu'elle a, c'est Marie Meunier, Ouais. qui est encore à dire que elle a raison, que c'était pas de sa faute, que nanana. Et Et c'est la goutte d'eau qui... ouais, ouais, c'est hors de question pour Laura. ouais, C'est-à-dire que non, tu es coupable et je suis juge et bourreau ouais, et tu es jugé coupable et je te condamne à mort. ouais. Et c'était important pour moi de clarifier un peu ça, donc il fallait elle découvre le journal de Marie un peu avant. J'adore le plan qu'on vient de voir sur la bouche d'Étienne avec le micro qui se... Je le trouve super fort, le face-profil de juste sa bouche, juste le micro qui tacte. Enfin, je trouve ça super... En plus, c'est de la post-synchro, tu sais. Ah ouais. Ouais, Non, je savais pas. on n'avait pas d'ingé son sur ce tournage. Ah Et ouais, du coup, c'était tourné où d'ailleurs c'est dans les tourné à locaux RVZ, ceux qui nous ont gentiment loué pour un prix défiant toute concurrence le matériel dont on a eu besoin pendant 2 ans. Ouais, Et merci ils RVZ. nous ont laissé venir tourner un samedi matin en équipe réduite, donc sans éclairage, sans rien. On a juste Thomas avec sa caméra, Thomas Bazin, ouais, ouais, qui a chef le chef opérisé opérateur, ouais. une grande majorité des épisodes de Julie. Et comme c'était le samedi, il n'y avait personne au standard. Du coup, D'accord. on a pu squatter le standard et prendre leur casque. Et voilà, c'est une scène qui a été tournée assez rapidement. Et on n'avait pas d'ingé son, donc du coup, on avait ce plan-là où il fallait. Heureusement, on enregistrait le son quand même. Du coup, Ouais. j'ai pu
recaler après en post-prod la voix d'Antoine dessus et voilà, faire un truc propre qui passe très bien tu d'ailleurs. vois, je l'aurais jamais remarqué, je pense, clairement. J'aime beaucoup, beaucoup cette scène. Parce que c'est le moment en fait où scénaristiquement on pourrait être coincé et où le fait qu'ils aient lancé le programme, qui est l'assistant parfait, leur permet de retrouver Vincent et Étienne. Et j'aime beaucoup cette... c'est à la fois une espèce de Deus ex machina, et en même temps c'est cohérent avec tout ce qu'on a établi en amont. On vient de le voir, elle vient de l'apprendre, elle le sait déjà plus ou moins. Puis j'aime bien en plus parce qu'à ce moment-là, Benoît reprend un peu plus du poil de la bête, entre guillemets. Il reprend un peu plus d'initiative, il montre qu'il est là, il est présent. Et comme on en a parlé plusieurs fois de ce micro-échange entre eux, où juste avant, elle lui dit on va aller éteindre Étienne, on va demander à Vincent d'éteindre Étienne, il lui dit mais il va jamais l'éteindre. Il est amoureux. Il est amoureux, et Julie ne capte pas ça, n'a pas capté ce truc-là. Et ça montre, il y a vraiment un truc dans les personnages, dans ce qui les impacte, entre guillemets, où on voit une différence fondamentale entre Benoît qui est amoureux de Julie et qui du coup voit très vite le comportement et le regard amoureux de Vincent sur Étienne, là où Julie était prise dans un flot de révélations, de je suis un robot, ma mère, machin, nanan, et qui du coup est passée complètement à côté de ce truc-là. Et je trouve ça assez... il faut dire qu'elle était quand même souvent inconsciente. Aussi, au moment où les preuves d'amour de Vincent étaient montrées. Quand Étienne menace Amanda en disant à Vincent c'est toi ou lui, mon choix a été fait, Julie à ce moment-là elle est totalement aux fraises. Là c'est super que Laura reprenne les devants et n'ait pas aperçu en fait la menace que pouvait représenter un coup de feu. Parce que Alex est très émotif et veut punir Marie et la menace d'un flingue et tout ça. Et Laura est d'accord, juste elle ne le laisse pas entendre tout de suite. Elle a un côté très, très mathématique à ce moment-là, oui, moi aussi, autant que toi, mais comme elle va le dire jusque-là, on va pas se foutre dans la merde pour juste... pour juste la punir. Pour juste la punir. J'aime beaucoup le jeu d'Aloïse d'ailleurs, elle a vraiment un... Mais c'est parce que Aloïse est quelqu'un qui est elle peut être à la fois cette espèce de fille un peu fragile, elle est pas très grande, elle est c'est une petite nana qui a ce côté un peu tout gentil, tout mignon. Qui est plus comme on la voit dans les premiers épisodes, quand elle est au téléphone, quand elle voit Alex, quand on les voit ensemble pour la première fois, qu'elle lui dit fais attention à toi, etc. Où il y a vraiment ça qui se dégage d'elle. Et mais elle peut aussi être quelqu'un d'assez dur. Elle a des opinions assez tranchées. Et je savais qu'elle pouvait jouer ce côté très, très dur et très froid. Elle en était entièrement capable de dégager ça. Et elle le fait super bien, c'est clair. J'aime bien cette scène aussi avec Julie et Benoît, cette petite pause avant le combat final, parce que en fait on craint que Benoît n'y passe, je trouve. Peut-être, et surtout en fait j'aime bien le fait qu'elle veuille le protéger une dernière fois, que lui dise non, c'est pas possible. Alors c'est pas possible, c'est vrai qu'elle l'a manipulé et tout ça, et qu'il peut pas la lâcher, mais ce côté je ne t'abandonnerai pas parce que moi je suis humain et je veux me battre au nom de l'humanité parce que je veux garder ma liberté, et que là c'est la fin du monde, et que si c'est la fin du monde, je veux me battre à tes côtés jusqu'au bout, même si on risque d'y passer, et on a un plan, et je ne te lâche pas. Et je trouve que c'est un beau moment. Pour moi, ça fait partie d'une des premières scènes un peu dures à jouer en termes d'émotion, parce qu'à ce moment-là, il fallait vraiment que j'ai en tête le fait que Julie est presque tout perdu, à part lui. Et que le grand risque pour elle à ce moment-là, c'est de se dire ok, j'ai une mission, il faut que j'aille jusqu'au bout, mais toi, je veux que tu restes là, parce que si je m'en sors, je veux que tu sois encore là. Parce que je supporterais pas d'avoir absolument tout perdu, toi compris. Et c'était... Je crois que le fait qu'il y ait beaucoup de vent a aidé au larmoyage. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y aurait plus besoin de vent pour que j'arrive à sentir ce que Julie ressentait à ce moment-là, vraiment de détresse et de... Oui, j'ai plus rien là en fait, vraiment. Ma mère, ma propre mère m'a menti, n'est pas vraiment ma mère, je suis un robot, tout n'est que faux finalement, et il faut que j'aille au bout, donc j'essaye de mettre tout ça de côté, mais si toi je te perds, là c'est fini quoi. Et c'est vrai que c'est une jolie parenthèse avant, comme tu dis, le grand final où c'est plus explosif et où il y a bien plus de colère finalement qui passe
globalement pour tous les personnages, Non, cette c'était sensibilité à ce moment-là qui c'était rejaillit important. pour l'un comme pour l'autre, ça leur redonne. Et puis ça leur recrée cette proximité qu'on a un peu perdue sur les derniers temps, puisqu'ils sont pris dans 1000 autres choses qui se passent. Donc là, resserrer le côté Benoît-Julie, il y a une histoire, il y a quelque chose qui les lie l'un à l'autre. Ça fait du bien, notamment pour ce petit bout de dialogue qui arrive juste après. Avec Amanda. Avec Amanda, qui est assez rigolo. Qui est une de mes scènes préférées. C'est vrai que c'était important d'arriver au bout de cette histoire aussi avec Amanda et Vincent, où on arrivait finalement à une détestation qui est née progressivement entre les épisodes, de je ne peux pas te supporter parce que je ne vois pas du tout les choses comme toi, et tu me répugnes en tant qu'être humain. Et vraiment, en fait, je pourrais... j'ai essayé de faire de mon mieux pour tenir et t'avoir comme allié jusqu'au bout, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, et en fait, tu n'es pas indispensable à mon plan, et je ne vais pas te tolérer davantage parce que vraiment, tu m'insupportes. Et c'était assez sympa. Mais et pour en revenir à Julie et Benoît, c'était vraiment la première scène qui posait les bases de la folie, la tristesse qui allait s'emparer d'elle. La perte de repère qui va conduire à cet état c'est pas exact, c'est presque de l'hystérie, mais c'est pas vraiment c'est vraiment un breakdown, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est laisser entendre que qu'elle n'a plus que Benoît, et le spectateur le sait d'autant plus que sa mère vient de mourir. Elle le sait pas encore, mais du coup, le spectateur sait qu'elle n'a plus que Benoît, et que si jamais elle a plus Benoît, elle va péter un câble. Donc il fallait laisser ça entendre. Et après, voilà, la surprise dans le final, c'est qu'effectivement, elle perd Benoît, mais pas de la façon à laquelle on pouvait s'attendre. C'est pas lui qui l'abandonne. Mourir. C'est qu'elle comprend que s'il est là, c'est pas entièrement parce qu'il lui est loyal. C'est parce que voilà, elle l'a poussé à le suivre. Ce qui, pour moi, ne veut pas forcément dire qu'il ne l'aime pas. Au contraire, hein, il est très amoureux d'elle. Et s'il est avec elle et qu'il l'aide comme il l'aide, en disant mais tu as vu, il est amoureux d'elle, de lui, tout ça, c'est ses choix, c'est sa propre réflexion. Après, comme elle lui a donné cet ordre, il n'écoute pas sa peur. C'est-à-dire qu'il la suit quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est juste ça. Elle l'interprète comme que son amour n'est pas vrai. Je pense qu'elle se trompe. C'est juste que on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et les preuves d'amour qu'il a données ne viennent pas totalement tout à fait de lui. Et je pense que c'est ça qui l'a détruit à ce moment-là. En fait, le moment où elle se connecte à Étienne et qu'elle voit le monde à travers ses yeux, c'est qu'elle se prend toute la misère du monde en fait dans la gueule. C'est ça. Et comme elle n'est pas comme Étienne un robot assez froid, elle, elle a été créée pour imiter les humains, donc pour ressentir l'empathie qu'un humain ressentirait si... et c'est une intelligence qui fonctionne comme un humain, c'est-à-dire qu'elle a un inconscient, elle a une sexualité, elle a des rêves, et quand je dis des rêves, je veux dire elle dort. Donc elle a tout ce processus de fonctionnement de l'esprit humain qui n'est pas capable de se prendre toutes ces informations-là sans rien ressentir. Donc elle perd pied en fait. Et le fait que Benoît ne soit pas qui il était censé être pour elle, c'est pire que tout. Alors ces scènes avec Amanda, voilà, c'est la fin la conclusion de leur amitié, la conclusion de la relation qu'elles pouvaient avoir. C'était important de les confronter. Dans le premier scénario qui se terminait à Paris Dynamics, elles se confrontaient jamais, Julie et Amanda. C'était plus une confrontation entre Amanda et Marie, parce que Marie mourrait un peu plus tard dans l'histoire. Et je trouvais que c'était dommage en fait qu'il fallait confronter notre héroïne à son ancienne mentor. Et d'ailleurs, c'est assez sympa de voir tout ce qui les sépare et tout ce qu'elles peuvent pas tout ce sur quoi elles ne peuvent pas être d'accord. Et en même temps, face aux deux hommes, face aux deux hommes qui les ont trahis, d'un coup, c'est de nouveau une équipe qui, ok, on n'est pas d'accord, ok, faudra qu'on discute après. Mais là, tel que c'est parti, j'ai l'impression qu'on est sur un terrain d'entente. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc c'est parti, meuf. Et Amanda accepte tout à fait cette situation des choses et dit
pas de souci ma grande, de toute façon je voulais le buter déjà il y a 5 minutes, donc si on peut, j'ai ton autorisation, c'est avec grand plaisir. C'est ça. Après, ouais, c'est vrai que dans cette scène-là, heureusement qu'il y a cet assez long flashback avec cette voix d'Antoine qui est hypnotisante et qui est vraiment hyper... qui, moi, me marche sur moi à tous les coups. Je trouve qu'il y a... Non, mais il y a mais la voix une... d'Antoine marche sur tout le monde à tous les coups. Non, mais c'est vrai, hypnotisante, c'est le mot. Ça te balance dans un flux de paroles et tu comprends, tu remets tout bout à bout si t'as loupé des morceaux déjà de l'intrigue telle que tu l'as vu, puis en plus tu vois le sous-texte par lequel lui est passé et qu'il confie à Vincent. Et heureusement qu'il y a cet assez long flashback, parce que pour moi, s'il n'y avait pas eu ça, il y a quand même un côté de Julie vient de menacer Amanda, effectivement. Vient de comprendre qu'Amanda l'a trahi de A à Z, qu'elle était au courant depuis le début, qu'elle lui a jamais rien dit, qu'elle a menti à chaque fois. Elle vient de se prendre dans la gueule que elle, c'est pas une personne si bien parce qu'elle a jamais trop, elle s'est jamais trop intéressée à Amanda, ce qui est le point de vue d'Amanda qui est légitime et le sien, mais ce que peut-être Julie a jamais vraiment ressenti comme tel. Elle devait être, je pense, assez sincère dans son affection qu'elle avait pour Amanda. La preuve en est qu'elle veut l'aider malgré tout parce que personne ne mérite de vivre ce qu'elle vit et c'est mon amie. Oui, quand elle fait inconsciente. semblant d'être manipulée par Étienne et dans le coma ou enfin dans un état catatonique. C'est ça. Et du coup, le fait que d'un seul coup on comprenne que Vincent et Étienne est malgré tout fomentés contre ces deux femmes, contre Julie depuis le début et contre Amanda assez tardivement, puisqu'on pense qu'Amanda et Étienne sont de mèche jusqu'à ce moment de flashback. Heureusement que ce flashback est là donc, parce que sinon je comprendrais pas comment Julie peut d'un seul coup dire du coup on fait front ensemble et vas-y je te laisse l'humain et je prends le robot, tu vois. C'est parce qu'en fait elle écoute plus la journée avance, plus elle embrasse son identité de robot, et en fait ce flashback qu'on voit, elle-même fait les connexions assez vite en fait. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle a été manipulée, elle comprend que c'était un piège qu'on lui a tendu. C'est que même si à ce moment-là, tous les personnages n'ont pas les subtilités de ce qui est transmis dans ce flashback exactement, d'à tel moment T, il a dit ça, il a compris ci, etc., tout le monde comprend plus ou moins rapidement qu'en gros, ils se sont tous fait manipuler par ce duo-là. Ouais. Et du coup, il faut faire front. Et c'est aussi le moment où Julie, et c'est une trahison de plus parce qu'elle avait foi en Vincent depuis le début de l'histoire. Elle pensait que c'était quelqu'un de bien, qui avait fait les mauvais choix. Et là, en fait, cette trahison, c'est... Tu t'es joué de mon humanité, de ma crédulité envers les hommes, et je ne suis plus qu'une cette boule de fureur, et je te laisse à la merci de cette femme qui est une tueuse, et tant pis pour toi. Parce que là, c'est trop. Il a plus l'empathie qu'elle pouvait avoir justement pour tous les humains. Elle l'a plus pour lui en tout cas. Non, c'est que là c'était la trahison de trop, la manipulation de trop, et celle-là je vais pas l'accepter, et vous allez payer en fait, vous allez tous payer ce que vous m'avez fait, et vous allez payer en fait finalement pour aussi tout ce que j'ai vécu. En fait, c'est-à-dire que eux ils sont pas responsables forcément de son état de robot, d'être manipulé, mais vous allez quand même payer parce que j'en ai ras-le-bol. C'est assez marrant, le final, le début, le pré-générique du final, c'est quand même 3 femmes contre 3 hommes, et tous les hommes prennent cher. C'est-à-dire qu'on a vraiment que des nanas qui ont l'ascendant sur tous les hommes, et ça passe totalement, parce que l'histoire le justifie totalement, et on a vraiment posé les bases pour que ça fasse pas bizarre. Mais et que ce soit pas répété dans le sens où Laura a l'ascendant sur Benoît, parce que clairement elle a un flingue, clairement il reste assez effrayable entre guillemets comme personnage. Là Julie a un ascendant sur Étienne parce que Étienne se laisse faire finalement. Et là, Amanda a un ascendant sur Vincent parce qu'elle est plus forte. Parce qu'elle sait se battre, parce que c'est un agent. Voilà. Et dans ces 3 cas de figure où effectivement les femmes ont l'ascendant, mais dans des cadres différents et pour des raisons différentes. Et finalement la charge féministe passe complètement parce que l'histoire le justifie entièrement. Et d'ailleurs c'est pas pour ça qu'elles sont forcément alliées, la preuve en est que Laura n'est pas là pour faire de cadeaux à Amanda, bien au contraire. J'adore ce moment. J'adore comment elle le fait. Elle le fait vraiment à la perfection. Cette espèce de cynisme absolu. Ouais. Et tu sais, pour la saison 2, si saison 2 il y avait,
Je pense que je crois, j'ai envie que Laura ait eu une aventure en fait avec Catherine. Ah Et ouais. que en fait, l'autre justification qu'il y a à son désir de vengeance, c'est qu'elle élimine les deux femmes responsables de la mort de Catherine. D'accord, En fait. d'accord. Et, Ah ouais, c'est pas mal, c'est ouais. une histoire que j'aimerais raconter s'il y avait une saison 2. C'est... C'est vrai que ça fait ces deux personnages féminins. Laura, on la voit beaucoup plus que Catherine, Ouais. qui meurt assez rapidement dans la série, mais ces deux personnages féminins qui sont hyper intéressants. Et Julie est hyper. Enfin, la web série, je veux dire, globalement, est très équilibrée en termes de personnages forts dans les motivations. Il n'y a pas de vrai méchant, il n'y a pas de vrai gentil, et il n'y a pas d'un côté les femmes manipulatrices démoniaques ou les femmes fatales, comme on peut voir dans pas mal de séries. Il y a je trouve dans l'écriture un bel équilibrage des Alors, personnages. ouais, après, pour moi, il y a quand même Benoît et Julie qui sont des vrais gentils. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'oseraient pas tuer quelqu'un. D'ailleurs, Benoît est complètement choqué d'avoir Oui. vu qu'il vient de tuer quelqu'un. Et Julie, pareil, ne serait pas capable de tuer des gens. Après, il y a des gens plus flous, comme Laura et Vincent, Ouais. qui sont capables voilà, de faire D'aller des loin choses, pour d'aller leur loin, voilà, conviction. pour... Ouais. je pense que s'il y a un vrai méchant, ce serait plutôt Amanda qui, Oui. pour le coup, voilà, c'est cette personne un peu diabolique qui ne pense qu'à elle Ouais. et à son propre intérêt, Ouais. qui manipule tout le monde et qui est capable de tuer juste pour ses propres intérêts et dans aucune considération de justice, mais vraiment Ouais. juste pour servir sa propre... Oui, mais qui est finalement un personnage Mais qui est humain. qui est humain, mais qui est aussi un personnage, enfin pas secondaire dans le sens où elle fait pas partie de la résolution finale. Voilà, Non. c'est qu'elle est pas dans l'enjeu principal de la série qui est manipuler ou pas l'humanité pour arrêter sa chute quoi, et la destruction massive de la planète et de. Alors là, on entre dans la scène où ça a été très compliqué à jouer à la fois Étienne et Julie, où évidemment on faisait des prises où je ne faisais que Étienne et d'autres où je ne faisais que Julie, parce que passer de l'un à l'autre dans le rythme, c'était vraiment trop compliqué d'être dans l'urgence de Julie qui est très émotive et la froideur d'Étienne. Et j'étais, la première fois que j'ai vu cette scène-là, très agréablement surprise de voir que ça passait de me rassurer sur mon propre passe jeu hyper et bien. de voir que je trouve ça honnête comme J'ai longtemps lutté à l'écriture de ces scènes, de cette longue scène. Il y avait beaucoup de versions où en fait c'était dans la violence physique que tout se passait. Et j'ai réalisé à un moment qu'il fallait ramener ça à des concepts de science-fiction et utiliser à fond ce concept qu'on a introduit qui est qu'on manipule les gens par ultrasons. ouais. Et du coup, je me suis dit que plutôt que d'utiliser la violence, c'est-à-dire que d'étrangler Vincent, d'étrangler Laura d'une main, voilà, comme Ouais. ça, on allait passer par les ultrasons et Ouais. par la distance Ouais. pour les fragiliser, les blesser. Et je trouvais ça finalement plus intéressant et plus science-fiction Ouais. que Oui, juste puis c'était d'être dans rappeler le- des thématiques qui étaient introduites Ouais. dès le début et qui ont peut-être été un petit peu, pas oubliées, mais mises de côté pendant une partie du développement de l'intrigue où elles n'étaient pas forcément nécessaires en premier plan, mais qui là, on devait y revenir pour rappeler que l'enjeu était là et que c'était une des facultés que Julie avait apprises Ouais. malgré tout avec cette révélation qu'elle est un robot et qu'elle est capable de ça avec ou sans Étienne dans sa tête finalement. Ouais, complètement. Et donc voilà, on est au moment où Julie s'effondre parce elle se prend trop d'informations, elle se prend trop de souffrances qu'elle ne peut supporter, et parce que aussi tout le monde l'a trahi, parce que elle découvre que sa mère est morte, parce qu'elle découvre elle peut avoir accès à des caméras de surveillance. Vincent s'est moqué d'elle, Vincent s'est joué d'elle, et il n'y a plus que Benoît qui est là pour dire mais tu m'as moi. Et elle dit mais non Benoît, je ne t'ai pas non plus parce que tu n'es pas là de ton propre chef. Voilà, ouais. Et c'était important que tout s'effondre autour d'elle, parce que pour moi en fait c'était pas possible qu'elle se connecte au programme, qu'elle choisisse d'elle-même Ouais. de contrôler l'humanité si elle avait encore quelque chose À perdre. ou Ou en tout cas ou à retrouver. Ou à retrouver justement, Voilà. ouais. Et le fait qu'elle n'ait plus rien fait qu'elle accepte le rôle qu'on lui a donné, la Ouais. mission qu'on lui a donnée, et qu'elle peut remettre de l'ordre dans tout ça, comme elle Ouais, dit. ouais.
et elle embrasse voilà, cette mission totalement parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a plus rien à retrouver dans cette vie d'humain. Avec ce paradoxe justement d'avoir à la fois l'envie de s'émanciper de sa condition de robot entre guillemets dans laquelle on l'a plongée et elle a jamais rien demandé à personne, ce que lui dit Laura à ce moment-là, de tu vas être le gentil petit robot qu'on a toujours voulu que tu sois, et d'avoir justement ce paradoxe qui se résout par un vous voulez que je sois ça, ok je vais l'être, mais tant pis pour vous quoi. D'aller au bout de ce chemin-là et de elle a une violence à ce moment-là en elle qui était c'était assez éprouvant d'ailleurs au tournage de jouer, pour Benoît aussi d'ailleurs, parce que, pour du coup Sébastien, moi j'étais il fallait que je sois dans une fureur totale, et Benoît était dans un, je suis en train de la perdre. Et c'est tout ce qu'il a toujours évité de toute la série, et là, malgré tout ce qu'il a pu faire, il la perd quand même. Et il y avait vraiment, c'était une scène assez émouvante Et j'adore ce regard qu'il a d'ailleurs quand elle lui dit pour la première fois rien n'est vrai, rien machin. Ce regard qu'il a perdu, il la voit devenir quelqu'un d'autre qu'il reconnaît pas, et elle lui dit qu'il est pas sincère alors qu'il avait l'impression de l'être, je pense, jusqu'au bout, tu vois. Et il l'était, c'est juste que comme tu dis, la peur s'est effacée derrière l'injonction de Julie à le suivre. Et c'est vrai que ce final, je trouve ça à la fois super bien qu'il y ait derrière toute cette fin qui apaise ce moment de tension énorme, où là ça redescend un petit peu, Laura fait son speech de... le procès de Vincent, qui était important aussi, complètement. Avant que l'humanité soit contrôlée. De dire en fait que... de lui faire prendre conscience à Vincent que ce qu'il a fait était très grave. Malgré toutes les bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est exactement le point de vue de Laura à ce moment-là. Un truc important que je veux dire, c'est qu'on a eu un étalonnage assez froid pendant toute la série, qui était très important pour moi, et qui était justifié par ce moment. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte forcément au visionnage, mais en fait, à partir du moment où l'humanité est connectée, l'image va se réchauffer de plus en plus. C'est-à-dire qu'on était dans un truc très très froid tout au long de la série, et à partir d'ici, toutes les images se réchauffent progressivement de plus en plus. Et c'était c'était intentionnel. Ah oui, carrément, là, quand on revient sur Laura, ça se voit, carrément. Tu vois, c'est un truc que quand t'es plongé dans le truc, tu le vois pas, mais je pense que quelque part, inconsciemment, le spectateur ressent la chaleur, en fait, d'un coup. Et c'était une volonté totale de rester dans le froid pendant tout le long de la série pour qu'on soit dans le chaud à la toute fin. À la fois, du coup, ça pose la question de ce que tu racontes avec ça, dans le sens où c'est plus chaleureux quand un robot est à la tête de l'humanité, entre guillemets. Tu vois, ça pose malgré tout la question de ton positionnement, en tout cas du positionnement de la série, de ce qu'elle dit, de ce qui se passe grâce à ça, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, moi, je laisse totalement le spectateur libre de ce qu'il peut penser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les dernières scènes, les derniers plans très apaisés, sans musique, sont assez neutres. Alors, ils sont apaisants parce qu'on entendait des oiseaux et tout ça. Et en même temps, j'ai choisi de mettre une musique extrêmement dramatique juste après au générique de fin. Pour quand même rappeler que c'est les deux. C'est que toute l'humanité est apaisée et tout le monde va bien. Mais ils sont quand même contrôlés par un robot. Donc à vous de choisir si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas. D'accord. Moi, je vais pas vous dire que c'est une bonne chose ou pas. Je vous dis juste que eux, là, c'est plus chaud parce qu'ils sont mieux. Tous les personnages vont très mal pendant toute la série et ont très peur. Et là, ils vont mieux. Et donc, c'est ce qu'on filme à l'image et c'est ce que dégagent les couleurs. Après, c'est pas pour ça que c'est une bonne chose. C'est à vous de décider. Alors moi, sur ces derniers plans, j'ai une auto-interprétation que je trouve jolie et à la fois qui est très, très personnelle. C'est que sur la majorité de ces plans de rue, il y a cette espèce de caméra qui bouge un petit peu comme si elle était au rythme d'une respiration. Si vous regardez un peu les mouvements, on a l'impression que c'est un peu, tu vois, une espèce d'un point de vue très humain en fait, c'est pas vraiment statique, c'est pas un mouvement, et pour moi du coup c'est les yeux de Julie / Étienne, puisque Vincent dit j'ai l'impression de les sentir tous les deux, donc ils seraient tous les deux dans le programme, potentiellement, en tout cas c'est son ressenti à lui, et du coup pour moi ces plans-là, c'est à la fois des points de vue d'humains sur la nouvelle vie depuis que des robots sont dans le programme et sont donc à la direction entre guillemets de l'humanité, et c'est vraiment les yeux de Julie et Étienne
qui regarde ce qui se passe et qui, tu vois, une espèce de monitoring. C'est un peu ce qu'a voulu faire le cadreur Quentin qui a Dirix à l'époque, quand on a tourné ces plans-là. Il voulait faire un côté un peu respiration. J'avais pas complètement compris pourquoi il faisait ça, mais c'est vrai que l'interprétation que tu donnes est assez sympa et assez juste. Tout de suite ce que j'ai ressenti. C'est assez cool. J'aime beaucoup ce plan, on a eu de la chance, la rue était bloquée. Et on a pu avoir ce plan d'1 minute entière, sans voiture, sans rien. Et c'est assez top et c'est assez apaisé. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusque-là. Les 2 ou 3 personnes qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, d'avoir écouté ce commentaire audio. On a pris beaucoup de plaisir à faire cette série pendant 2 ans. Et voilà, c'est dédié à la mémoire de 2 personnes qui avaient donné à la campagne et qui sont décédées avant la sortie de la série. On vous embrasse tous et merci beaucoup d'avoir regardé Julie. À bientôt. À très vite. Salut.